histoire d'en dire plus. Avec combien de temps de retard? Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Un son! Silence, Mao, je parlemente. Ce qu'il appelle les bouleros, c'est du dragonal. D'autres personnes? Quel genre de personnes? Bah, ça serait des gens comme vous. Des professions libérales? Non, non. Des vieux. Bonjour, salut les cinéphiles de l'extrême. Aujourd'hui, on va causer d'un film qui, 40 ans après sa sortie, continue de faire se recroqueviller les spectateurs sur leur canapé comme de petites merdes terrorisées. Je parle bien sûr de The Thing de John Carpenter, sorti en 1982, l'année de naissance de votre serviteur. Aka, le film qui a transformé la simple idée de serrer la main de quelqu'un en acte potentiellement mortel. Alors, installez-vous confortablement, servez-vous un whisky, vous allez en avoir besoin, et préparez-vous à plonger dans l'univers glacé et complètement barré de ce chef-d'œuvre de la paranoïa. Et attention, ça va saigner, ça va gicler, on va parler de trucs qui feraient vomir votre grand-mère. Vous êtes prévenus. Le contexte. Quand Hollywood décide de refaire un classique. Bon alors déjà, faut qu'on se mette d'accord sur un truc. The Thing de Carpenter, c'est pas l'original. Non, 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 non. C'est un remake du film de 1951, The Thing from Another World, de Christian Nyby. Sauf que là où c'était... Le premier, c'était « Oh mon Dieu, un légume de l'espace qui ressemble vaguement à Frankenstein ». Carpenter a décidé de nous sortir le grand jeu avec une créature polymorphe, qui peut imiter n'importe qui et transformer vos potes en abominations tentaculaires dégueulasses. Le film de 51, c'était mignon. Un alien qui ressemble à James Harness déguisé en carotte géante, des scientifiques qui courent partout en criant, et hop, on balance le monstre dans le feu, générique de fin. Carpenter, lui, a lu la nouvelle originale de John W. Campbell Jr., Who Goes There, et il s'est dit, putain, mais pourquoi ils n'ont pas adapté le vrai truc flippant? Parce que dans la nouvelle de Campbell, l'alien n'est pas simplement un grand con avec des épines, c'est une saloperie qui peut prendre l'apparence de n'importe qui peut se diviser, se recombiner, et surtout qui est tellement alien que même sa biologie fout les jetons. Campbell avait écrit ça en 1938, et déjà à l'époque, il avait compris que la vraie horreur, ce n'est pas le monstre qu'on voit, c'est celui qui pourrait être ton meilleur pote. Carpenter, le mec qui en avait rien à foutre de vos sentiments. Parlons un peu du réalisateur. Parce que John Carpenter, en 82, c'était pas n'importe qui. Le mec venait de sortir de Halloween en 78, qui a cartonné sa mère, The Fog en 80 qui marchait bien, et Escape from New York en 1981, avec Kurt Russell en mode badass ultime. Bref, Carpenter, c'était la nouvelle coqueluche d'Hollywood, le mec qui faisait des films de genre qui rapportent du fric. Universal Pictures, il voit ça, il se frotte les mains, il lui file 15 millions de dollars, une somme énorme pour l'époque, pour un film d'horreur, et lui disent « Vas-y John, fais-nous un truc qui va cartonner comme E.T. » Sauf que Carpenter, ce qu'il veut faire, c'est l'exact opposé d'E.T. Là où Spielberg nous sort un alien mignon qui veut téléphoner maison, Carpenter nous balance un cauchemar biomécanique qui veut bouffer l'humanité de l'intérieur. Le casting, parlons-en. Kurt Russell en tête d'affiche, évidemment. Après Snake Plissken, Carpenter voulait encore bosser avec lui. Et Russell était chaud patate pour Jay McCready, le pilote d'hélico alcoolique,
avec la plus belle barbe du cinéma des années 80. Fun fact, cette barbe, c'était vraiment celle de Russell. Il l'avait laissé pousser spécialement pour le rôle, et Carpenter adorait tellement, il a réécrit des scènes pour la mettre en valeur. Genre la scène où McCready se verse du whisky dans la barbe, c'est pas dans le script original. Le reste du casting, c'est que des mecs. Pas une seule nana, et c'était voulu. Carpenter voulait recréer l'ambiance d'une base scientifique isolée, et dans les années 80, les bases en Antarctique, c'était saucisse partie totale. Wilford Brimley, Keith David, Richard Diard, Donald Moffat, que des gueules, que des acteurs qui savent jouer la tension et la paranoïa. Le tournage. Bienvenue en enfer glacé. Alors, tu crois que tourner un film sur l'Antarctique, ça se fait en Antarctique? Bah non. Trop cher, trop chiant, trop dangereux. Du coup, ils ont tourné en Alaska et en Colombie-Britannique. Stewart en Colombie-Britannique, pour être précis, un trou paumé où il fait un froid de canard, où l'équipe a vécu l'enfer pendant des mois. Le tournage a commencé en août 81, en plein été, sauf qu'il devait simuler l'hiver antarctique. Du coup, des frigos géants, des artificiels, et les acteurs qui crèvent de chaud dans leur parka, pendant que l'équipe technique essaie de maintenir une température polaire sur le plateau. Keith David a raconté plus tard que c'était le tournage le plus dur de sa carrière. Et le mec a fait le Vietnam, donc bon, ça donne une idée. Hein. Le mec, il a fait le Vietnam. Donc comparer ça au Vietnam, et dire que c'est plus dur, et que ça ne veut pas être facile. Mais le vrai délire, c'était les effets spéciaux. Parce que Carpenter, pour son monstre polymorphe, a fait appel à un jeune gamin de 22 ans, un prodige, dont j'ai déjà parlé dans mes chroniques, notre cher Rob Bottin. Ce mec, c'était un putain de génie torturé. Il avait déjà bossé sur Hurlement de Joe Dante, mais là, Carpenter lui a demandé de créer des trucs qu'on n'avait jamais vus au cinéma. Bottin s'est enfermé dans son atelier pendant des mois. Le mec dormait sur place, bouffait sur place, vivait littéralement au milieu de ses créations monstrueuses. Il a créé des dizaines de marionnettes, de prothèses, d'animatroniques. Tout était fait à la main, avec du latex, de la mousse, des tuyaux, des pompes hydrauliques. Pas de CGI, que du pratique, que du vrai. La scène de la transformation du chien, Bottin a construit une marionnette de chien qui s'ouvre en deux, avec des tentacules qui sortent, des mâchoires supplémentaires, tout un bordel organique dégueulasse. Ça a pris des semaines juste pour cette scène. Et le pire, le chien qui joue pour les scènes normales, c'est un husky loup hybride nommé Jed, et ce clip s'était tellement bien dressé, il donnait vraiment l'impression d'être possédé. Le dresseur a raconté que Jed comprenait instinctivement ce qu'on attendait de lui pour les scènes de tension. Les scènes cultes, quand l'horreur devient art. Allez bon, on va parler des scènes qui ont traumatisé des générations. D'abord, la scène du test sanguin. Cette putain de scène de test sanguin. McCready qui a eu l'idée de tester le sang de tout le monde avec un fil de cuivre chauffé. L'idée, c'est que dans le sang de la chose, quelque chose va réagir pour se protéger. Cette scène, c'est du pur Carpenter. La tension monte, monte, monte. Les gars attachés sur leur chaise. Palmer qui fait des commentaires sarcastiques. Windows qui flippe sa race. Et puis bam, le sang qui saute du pétri, de la boîte de pétri, comme un putain de facehugger sous stéroïde. La transformation de Palmer qui suit, avec sa tête qui s'allonge, qui s'ouvre, qui devient cette espèce de fleur carnivore dégueulasse.
Bottine a utilisé des vessies de porc remplies de sang synthétique, de tubes pneumatiques et un max de jelly pour l'effet gluant. Mais la scène, celle qui fait même aujourd'hui les gens que se souviennent du film, c'est la défibrillation de Norris. Copper, qui essaie de ranimer Norris, et là, le torse qui s'ouvre comme une putain de bouche géante, avec des dents, lui bouffe le bras. Le hurlement du Copper, le sang qui gicle, les autres ne comprennent pas ce qui se passe. Ça, c'est de la scène. Pour cette scène, ils ont utilisé un amputé qui double le Copper. Le mec mettait ses moignons dans le faux torse, et quand la bouche se refermait, il retirait ses bras, donnant l'illusion qu'ils avaient été arrachés. Les faux bras avec le sang qui gicle, c'étaient des prothèses remplies de tubes avec du sang sous pression. Isaac, qui jouait Copper, était tellement dans son rôle qu'il a vraiment flippé pendant la prise, même en sachant que c'était des effets spéciaux. Et puis il y a la suite. La tête de Norris qui se détache du corps, il tombe par terre, il fait pousser des pattes d'araignée et des antennes, et qui essaie de se barrer discrètement. Cette image de la tête araignée est devenue iconique. Bottine avait sculpté plusieurs versions de la tête de Charles Allahan, l'acteur qui joue Norris, certaines radiocommandées, d'autres manipulées par des fils. La scène où Palmer dit « You gotta be fucking kidding me », n'était pas scripté. David Clennon était tellement surpris par le réalisme du truc, il a lâché ça spontanément. Carpenter a gardé la prise. La musique. Ennio Morricone fait du Carpenter. Parlons de la bande-son, parce que c'est un aspect fascinant du film. D'habitude, Carpenter compose lui-même ses musiques. Le mec est multitalent. Il s'agit d'un réalisateur, scénariste, compositeur. Mais pour The Thing, Universal voulait un vrai compositeur, quelqu'un avec un nom. Du coup, ils ont fait appel à Ennio fucking Morricone. Oui, le mec qui fait la musique de Sergio Leone. Sauf que Morricone, il connaissait le style de Carpenter. Il avait écouté ses précédentes BO, analysé son approche minimaliste. Du coup, au lieu de sortir de son style orchestral habituel, Morricone a composé du Carpenter. Des basses synthétiques lourdes, un rythme répétitif qui monte la tension, des nappes sombres, c'est du Morricone qui fait du Carpenter et c'est brillant. Le thème principal, le battement de cœur synthétique, est devenu aussi iconique que le film lui-même. Morricone a raconté plus tard qu'il avait composé des heures de musique, mais que Carpenter n'avait utilisé qu'une petite partie, préférant parfois le silence ou les bruits d'ambiance. Et il avait raison, le salaud. Les moments les plus flippants du film, c'est souvent quand il n'y a pas de musique, juste le vent qui hurle dehors et les respirations tendues des personnages. Les thèmes. La paranoïa comme art de vivre. The Thing, au-delà des monstres dégueulasses et du gore créatif, c'est un film sur la paranoïa, la vraie terreur. C'est pas la créature, c'est le tout. Qui est humain? Qui est la chose? À partir de quand a-t-elle été infectée? Ces questions, elles rongent les personnages et le spectateur. John Carpenter joue là-dessus comme un virtuose. Le regard en coin, les silences pesants, les accusations. Le film devient une partie d'échec mental où chaque geste peut être interprété comme suspect. La scène où McCready enregistre sa cassette, où il dit qu'il ne fait plus confiance à personne. Nobody trusts anybody now. Personne ne fait plus confiance à personne maintenant. C'est le cœur du film. Et puis il y a cette idée géniale.
On ne sait jamais vraiment qui est infecté et depuis quand. Le film te donne des indices, mais jamais de certitude. Blair qui pète un câble et détruit le matériel de communication. C'est de la folie ou c'est la chose qui veut pas qu'on l'appelle à l'aide? Bush qui disparaît. Il s'est suicidé ou il a été absorbé? Les ambiguïtés, c'est ce qui rend le film si efficace même après plusieurs visionnages. La fin, parlons-en. Cette putain de fin. MacReady et Childs, les deux derniers survivants, assis dans la neige pendant que la base brûle, ils partagent une bouteille de whisky et se regardent. L'un d'eux est-il la chose? Les deux? Aucun? Carpenter refuse de donner une réponse claire. Il a dit dans les interviews que lui savait, mais qu'il préférait laisser le spectateur décider. Il y a eu des théories de ouf sur cette fin. La théorie du souffle. On voit la buée quand MacReady respire, mais pas quand Child respire. Donc Child serait la chose. Sauf que c'est des conneries. On voit aussi la buée de Child dans certains plans. C'est juste une question d'éclairage. La théorie de la bouteille. MacReady teste Child en lui filant une bouteille remplie d'essence au lieu du whisky. La théorie de la boucle d'oreille. Child n'a pas la même boucle d'oreille qu'avant. Maintenant, il faut qu'on parle d'un truc qui fout les boules. The Thing a été un échec monumental au box-office. Sorti le 25 juin 1982, soit 2 semaines après E.T., le film s'est pris une branlée cosmique. E.T. et son alien mignon, qui fait briller son doigt, contre la chose avec ses tentacules dégueulasses et ses transformations cauchemardesques, vous dit, devine qui a gagné, à ton avis. Le film rapporta 19 millions de dollars au box-office américain pour un budget de 15 millions. C'est la cata. Les critiques l'ont descendu en flammes. Roger Ebert, notre cher critique, lui a filé 2,5 étoiles sur 4. Le trouvant trop gore. Le New York Times a parlé d'un échec artistique. Variety a dit que c'était répugnant. Même Spielberg a critiqué le film, disant que le film était un film de monstre sans cœur. Carpenter en a pris plein la gueule. Le mec était au sommet de sa carrière et là, paf, échec critique et commercial. Il a raconté plus tard que ça l'avait détruit psychologiquement. Universal l'a lâché, les projets se sont annulés, et Carpenter est entré dans une période sombre. Il a même arrêté de lire les critiques après ça. Et voilà le truc marrant avec les chefs-d'œuvre d'incompris. Le temps leur donne raison. Dès sa sortie en VHS, The Thing a commencé à trouver son public. Les fans de SF et d'horreur ont découvert ce bijou que les critiques avaient chié dessus. Les revues spécialisées ont commencé à réévaluer le film. Fangoria lui a consacré des dossiers entiers. Ciné Fantastique l'a mis en couverture. Et puis il y a eu la génération suivante des cinéastes. Tarantino qui cite The Thing comme une influence majeure. Guillermo del Toro qui dit dans son film que c'est son film d'horreur préféré. Les frères Duffer qui pompent allègrement dessus pour Stranger Things. James Cameron qui reconnaît s'en être inspiré pour certaines scènes d'Aliens. Aujourd'hui, The Thing est considéré comme l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Sur Rotten Tomatoes, il a un score de 84% côté critique et 92% côté public. Les mêmes critiques qu'il avait descendues en 82 écrivent maintenant des articles sur son génie visionnaire. Ironie, hein, putain. Les effets spéciaux. Une leçon pour Hollywood. On ne peut pas parler de The Thing sans s'attarder sur l'aspect technique des effets spéciaux. Rob Bottin, ce putain de génie de 22 ans, a révolutionné le maquillage et les effets pratiques.
Chaque transformation était pensée comme une sculpture organique en mouvement. Pour la scène du chenil, où le chien chose attaque les autres chiens, Bottin a créé plusieurs marionnettes à différents stades de transformation. La première, c'était un chien normal avec des mécanismes internes qui fait sortir les tentacules. La deuxième, c'était la version fleur de chair avec la gueule qui s'ouvre en pétales dégueulasses. La troisième, c'était l'amalgame final, ce truc indescriptible avec des pattes qui sortent n'importe comment et des bouches supplémentaires. Le latex utilisé pour les créatures était mélangé à du méthylcellulose, ouais, le truc qu'on met dans les milkshakes pour les épaissir. Ça donnait cette texture gluante et extensible, parfaite pour les transformations. Ces tentacules étaient animés par des câbles et des systèmes pneumatiques. Pour certaines scènes, ils avaient jusqu'à 12 marionnettistes cachés sous le décor qui manipulaient différentes parties de la créature. Le sang, parlons-en. Des litres et des litres de sang synthétique, la recette de Bottin, sirop de maïs, colorant alimentaire rouge et poudre de café pour donner de la texture. Pour les gicler, ils utilisent des extincteurs modifiés remplis de ce mélange de sous-pression. Dick Smith, le légendaire maquilleur qui avait fait l'exorciste, est venu aider Bottin sur certaines scènes parce que le pauvre gamin était au bord du burn-out. Stan Winston a aussi donné un coup de main pour la scène du chien. C'est lui qui a créé la marionnette principale du chien chose. Winston et Bottin, deux légendes des effets spéciaux qui bossent ensemble, c'était du jamais vu. Et dire qu'aujourd'hui tout ça serait fait en CGI pourri. Pardon, excusez-moi, je zozote. L'héritage, l'imitation et hommage. L'influence de The Thing sur le cinéma de genre est monumentale. Des films comme The Faculty de Robert Rodriguez, Slither de James Gunn, The Void, tous pompent allègrement sur Carpenter. La série Stranger Things, leur monstre de la saison 3, c'est carrément un hommage appuyé à la créature de Carpenter. Dans les jeux vidéo, c'est pareil. Dead Space, avec ses nécromorphes, c'est du The Thing dans l'espace. Among Us, ce phénomène de 2020, c'est littéralement le concept du film. Des gars dans une base isolée qui doivent découvrir qui est l'imposteur. Carrion, où tu joues la créature biomasse. The Thing sur PlayStation 2 et sur Switch, c'est une suite directe du film. Et dans la littérature, l'influence se fait sentir aussi. Des auteurs comme Chenna Miéville citent le film comme influence majeure. Le concept de la paranoïa corporelle, de la transformation incontrôlable, est devenu un trope du body horror moderne. Les coulisses, anecdotes de tournage. Il y a des histoires de ouf sur ce tournage. Kurt Russell, qui a failli cramer pour de vrai pendant la scène où il fait sauter la base, des charges explosives qui étaient mal calibrées, mais Russell s'est retrouvé beaucoup trop près de l'explosion. L'explosion, dans le film, quand on le voit courir avec les flammes derrière lui, c'est pas du jeu d'acteur, le mec court vraiment pour sa vie. Keith David et Kurt Russell se sont vraiment battus pour la scène de bagarre. Carpenter voulait du réalisme, alors il leur a dit de ne pas retenir leur coup. Résultat, David a eu un œil au beurre noir, et Russell s'est pété une côte. Mais la scène est parfaite. Cette scène et cette tension qui explose enfin physiquement. La scène où Windows se fait bouffer par la chose Palmer, l'acteur Thomas White était tellement dans son rôle qu'il s'est évanoui pendant une prise. Le mélange de la peur jouée et du stress réel, plus la chaleur sous les projecteurs et l'odeur des produits chimiques des effets spéciaux, tout ça, ça l'a fait tomber dans les pommes. Wilford Brimley, qui jouait Blair, détestait les scènes d'effets spéciaux.
Le mec avait peur des marionnettes. Un dieu en cuir qui a fait du rodéo dans sa jeunesse et qui flippait devant une tentacule en latex. Dans la scène où Blair Chose se transforme à la fin, ils ont dû utiliser un cascadeur pour certains plans parce que Brimley refusait de s'approcher de la marionnette géante. Le préquel de 2011, ou comment foirer un hommage. En 2011, Universal a tenté de surfer sur la vague de nostalgie avec un préquel. Même titre, The Thing, mais cette fois on raconte ce qui s'est passé dans la base norvégienne. Sur le papier, bonne idée. Dans l'exécution, putain. Le film de Matthijs Van Genen Jr. avait pourtant tout pour réussir. Marie-Elisabeth Winstead en tête d'affiche, un budget confortable, et surtout des effets pratiques créés par Alec Guinness et Tom Woodruff Jr., des disciples de Stan Winston, des grands du genre. Ils avaient créé des marionnettes et des animatroniques incroyables dans l'esprit original du film. Original. Sauf que les producteurs ont paniqué. Ils ont trouvé que les effets pratiques faisaient cheap. Ils ont demandé à tout ce que soit recouvert de CGI. Le résultat, un désastre. Les créatures numériques ont l'air sorties d'un jeu vidéo PlayStation 3. Toute la texture, le poids, la présence des monstres physiques de Carpenter. Envolés. Les fans ont gueulé, évidemment. Certains ont même lancé une pétition pour voir la version avec les effets pratiques. Guinness et Woodruff ont posté des vidéos avec de leur création originale sur YouTube. Et c'est à pleurer de voir ce gâchis. Le film a fait un bid, 31 millions de recettes pour un budget de 38 millions. Universal a compris le message. On ne touche pas au classique. La philosophie de la chose. Au-delà de l'horreur viscérale, The Thing pose des questions philosophiques profondes. C'est quoi l'identité? Si la chose copie parfaitement quelqu'un jusqu'au souvenir, est-ce que c'est toujours la même personne? Le film joue avec les concepts sans jamais donner de réponse facile. Il y a cette scène géniale où Blair, enfermé dans la cabane, il y a Macready. Je sais que tu penses que je suis la chose. Mais si j'étais la chose, est-ce que je saurais que je suis la chose? C'est vertigineux comme question. La chose imite-t-elle la conscience empire du corps? Les copies croient-elles qu'elles sont humaines? Le film suggère que la chose est intelligente, qu'elle planifie, qu'elle manipule. Mais même en même temps, elle agit parfois par pur instinct de survie. Cette dualité rend la créature encore plus terrifiante. C'est pas juste un monstre bête et méchant, c'est une forme de vie qui veut survivre comme nous. Et puis il y a l'aspect contamination. La chose, c'est la métaphore ultime de la peur de l'autre, de l'étranger qui s'infiltre et corrompt de l'intérieur. En 1982, en pleine guerre froide, les débuts de l'épidémie du sida, ces thèmes résonnaient fort. Aujourd'hui, après Covid, ils résonnent différemment, mais toujours aussi fort. On a beaucoup parlé des effets spéciaux, mais il faut rendre hommage aux acteurs. Parce que jouer la paranoïa et la peur face à ces bouts de latex, c'est pas évident. Kurt Russell livre une de ses meilleures performances. Macready, c'est l'anti-héros par excellence, alcoolique asocial, mais aussi avec un instinct de survie avec une intelligence aiguisée. La scène où Macready enregistre sa cassette, Russell la joue tout en retenue. Pas de grands gestes, pas de larmes, juste un mec fatigué qui sait qu'il va probablement crever et qui veut laisser une trace. Je suis toujours moi, qu'il dit. Cette simple phrase, avec tout ce qu'elle implique dans le contexte du film, c'est du grand art. Keith David, dans son premier grand rôle au cinéma, est parfait en Childs. Le mec qui fait confiance à personne,
qui est toujours sur la défensive et qui garde une humanité palpable. Cette dynamique avec Russell, cette tension constante qui finit par une forme de respect mutuel, c'est brillamment joué. Wilford Brimley mérite une mention spéciale. Blair place de scientifique rationnel à fou furieux, puis à quelque chose de plus ambigu. Brimley y joue des transitions avec une subtilité surprenante. La scène où il pète un câble et détruit les radios, on ne sait pas si c'est de la folie ou si c'est la chose qui agit. Cette ambiguïté, c'est l'acteur qui l'apporte. Il y a des plans dans le film qui sont des pures œuvres d'art. Le premier plan du film, un vaisseau spatial qui traverse l'écran et s'écrase sur Terre, simple, efficace et ça pose le décor. Puis on passe à Antarctica 1982 et on suit ce chien qui court dans la neige, poursuivi par l'hélico norvégien. La façon dont Carpenter filme ce chien, c'est du génie. Des plans où l'on suit l'animal de dos, comme si on était à sa place. La caméra à hauteur de chien qui nous fait ressentir sa course et ce regard. Jed, le chien loup, avec un regard hypnotique. Carpenter disait qu'il avait choisi cet animal spécifiquement pour ses yeux, qui semblait trop intelligent pour un chien. La photographie de Dean Kennedy, c'était un personnage à part entière du film. Les bleus glacés de l'extérieur qui contrastent avec les oranges chaudes d'intérieur de la base, cette palette de couleurs qui devient de plus en plus sombre au fur et à mesure que la paranoïa s'installe. Des ombres qui cachent toujours quelque chose, les éclairages qui créent des zones d'incertitude. La scène du test sanguin, techniquement, c'était un chef-d'œuvre de montage et de cadrage. La façon dont Carpenter alterne entre gros plans sur le visage tendu et plans larges qui montrent l'isolement de chaque personnage, le rythme s'accélère progressivement, les coups de plus en plus rapides jusqu'au moment où le sang réagit. Le son, un personnage invisible. Le design sonore de The Thing est tout aussi important que les visuels. Le vent de l'Antarctique, omniprésent, qui hurle comme une bête, c'est le grincement métallique de la base qui semble vivante, et surtout les sons de la chose elle-même. Pour créer des bruits de transformation, l'équipe semble utiliser des trucs dégueux. Des melons écrasés, des poulets crus qu'on déchire, des tuyaux qu'on fait gargouiller avec de la gelée. Ils ont enregistré des cris d'animaux, du coup, cochons, chevaux, lions. Ils ont mixé, ralenti, déformé. Le résultat, c'est des sons organiques, impossibles, qui te filent la chair de poule. La scène du chenil, niveau son, c'est l'apocalypse. Le hurlement des chiens qui se mélangent au bruit de transformation, les grognements qui deviennent des cris pas naturels. L'ingénieur du son a raconté qu'il avait dû faire le mix plusieurs fois parce que c'était trop dérangeant pour les projectionnistes test. Le The Thing a généré plusieurs théories de fans que n'importe quel film d'horreur. La plus populaire, c'est la scène de la fin, qui est infectée. Les indices sont partout et nulle part. La théorie du souffle, que l'on a déjà évoquée, les théories du jeu vidéo de 2002, qui suggère que Child est la chose, la théorie inverse qui dit que c'est Macready. Il y a des théories plus folles. Celle qui dit que Nolte, le cuistot joué par Teki Carter, n'est pas mort. Il s'est transformé et il attend sur la glace. Celle qui analyse frame par frame les transformations pour établir une chronologie de l'infection. Celle qui suggère que le chien du début n'est pas la chose originale, mais déjà une imitation. La meilleure théorie, c'est celle de l'interprétation nihiliste. Peu importe qui est infecté à la fin, Macready et Childs vont mourir de froid. La chose va geler et attendre le prochain groupe de secours. L'humanité est foutue, c'est juste une question de temps. Cette lecture ultra pessimiste
colle parfaitement avec l'ambiance du film. The Thing a pénétré la culture populaire d'une façon unique. Des expressions comme test de la chose sont entrées dans le langage geek. Le concept de tester l'humanité de quelqu'un est devenu un trope récurrent. Dans Among Us, les joueurs parlent de faire un back-ready quand ils organisent des tests pour démasquer l'imposteur. Le film a inspiré deux des jeux de société, The Thing, The Infection of Outpost 31, les comics, la série de Dark Horse, des romans. La nouvelle originale de Campbell a été rééditée avec la mention qui a inspiré le film de John Carpenter sur la couverture. Dans le milieu scientifique, des chercheurs en Antarctique ont baptisé officieusement certaines bases Outpost 31 en référence au film. Il y a eu même des projections du film dans de vraies stations de recherche polaire. Apparemment, c'est devenu une tradition. Les nouveaux arrivants doivent regarder The Thing pour leur initiation. Ce que The Thing nous enseigne, c'est que les effets pratiques ont une présence, un poids que le CGI peine encore à reproduire. Quand la tête araignée rampe sur le sol, tu sens le poids de la marionnette, la façon dont elle interagit avec l'environnement. C'est tangible, c'est là, ça existe, dans le même espace que les acteurs. Les réalisateurs modernes qui comprennent ça, comme Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Robert Eggers, privilégient encore les effets pratiques quand c'est possible. Ils savent que le cerveau humain fait la différence entre un objet réel, filmé, et une création numérique, même photoréaliste. The Thing prouve aussi qu'un film peut être à la fois divertissant, gore, et une œuvre intellectuellement stimulante. C'est pas parce qu'on a des monstres dégueulasses qu'on peut pas avoir des thèmes profonds et une mise en scène sophistiquée. Il y a des trucs dans ce film que tu captes qu'après avoir vu 15 fois. Genre dans la scène où il trouve le vaisseau spatial, regarde bien la glace autour. Elle a refondu et a regelé, ce qui suggère que le vaisseau a essayé de redémarrer récemment. Peut-être que la chose originale était en hibernation et que les Norvégiens l'ont réveillé. Ou encore dans la scène du début, quand le Norvégien tire sur le chien. Il crie quelque chose en norvégien. Avec des sous-titres, on comprend ce qu'il dit. Ce n'est pas un chien, c'est une chose. Il faut le tuer. Les Américains ne comprennent pas, évidemment. Cette barrière de la langue qui empêche la communication cruciale, c'est brillant. Les vêtements qui changent subtilement entre les scènes, l'air qui porte pas les mêmes chemises avant et après être enfermé. Certains y voient des erreurs de continuité, d'autres des indices que les personnages ont été remplacés. Carpenter entretient le mystère. Malgré l'échec initial, The Thing a généré un merchandising de Nice assez ouf. Des figurines ultra détaillées de chaque transformation, vendues une fortune aux collectionneurs. DK a sorti une ligne complète avec McCready, la tête araignée et le chien chose. McFarlane Toys a fait une version encore plus gore. Les mêmes étaient produits dérivés absurdes. Un jeu de société où il faut identifier qui est la chose. Des t-shirts avec The Thing écrit en fond de glace sanglante. Un vinyle de la BO de Morricone qui se voit à prix d'or. Le plus fou, une réplique du test sanguin de McCready avec faux sang et fil de cuivre. Qui achète ça? Des fans hardcore, apparemment. Les restaurations et les versions. En 2016, Arrow Video a sorti une version restaurée 4K du film. C'est là qu'on a pu vraiment apprécier le travail de Dick Gundy sur la photo. Le détail dans les ombres, les textures de la glace, la nuance dans les effets spéciaux, c'est une claque visuelle. Cette version a permis de voir des détails invisibles avant. Dans la transformation de Boris, on peut maintenant distinguer chaque bulle de sang, chaque fibre musculaire qui se déchire. C'est à la fois magnifique et répugnant. Le type était vraiment un malade mental génial.
Universal a sorti un coffret aussi avec des heures de bonus, des interviews de Carpenter où il balance sur l'industrie, avec Russell qui se marre en arrière-plan, Bottin qui monte ses croquis originaux, Russell qui raconte comment il a failli se faire exploser, le commandeur retour de Carpenter et Russell ensemble, c'est du gold. Les deux potes qui se charrient en regardant le film, Russell qui tartine Carpenter sur ses choix de mise en scène. L'échec de The Thing a profondément marqué Carpenter. Après ça, il est devenu cynique envers Hollywood. Les films suivants, Christine, Starman, Big Trouble in Little China, étaient plus commerciaux, moins personnels. Ils essayaient de retrouver le succès, mais son cœur n'y était plus vraiment. C'était seulement des années plus tard, quand The Thing est devenu culte, que Carpenter a retrouvé foi en sa vision. Il a réalisé que parfois il faut du temps pour que le public comprenne une œuvre. Aujourd'hui, il cite The Thing comme son film préféré parmi sa filmographie, celui dont il est le plus fier. Dans des interviews récentes, Carpenter dit que s'il était à refaire, il ne changerait rien. Même l'échec commercial fait partie de l'histoire du film. Sans cet échec commercial et cette renaissance en vidéo, The Thing serait peut-être un autre film d'horreur des années 80. C'est son parcours chaotique qui en a fait une. Depuis 40 ans, des dizaines de films ont essayé de capturer la magie de The Thing. Harbinger Down, en 2015, était vendu comme The Thing sur un bateau. The Void, en 2016, rompait l'esthétique Lovecraftienne. Life, en 2017, transposait le concept dans l'espace. Aucun n'a vraiment réussi à égaler l'original. Le problème, c'est qu'il copie la surface, le gore, la paranoïa, l'isolation, sans comprendre ce qui fait vraiment marcher le film. C'est pas juste des monstres gluants, c'est la façon dont Carpenter a construit la tension, dont il refuse les réponses faciles, et dont il fait les personnages des vrais êtres humains, et pas juste de la chair à monstre. Le meilleur hommage, paradoxalement, c'est peut-être Among Us, ce petit jeu indé qui a capturé l'essence de The Thing, la paranoïa sociale, mieux que n'importe quel film à gros budget. Preuve que c'est pas les moyens qui comptent, c'est la compréhension du matériau de source. Régulièrement, des rumeurs de remake circulent. Blumhouse qui voudrait faire une version moderne, Netflix qui développerait une série. À chaque fois, les fans s'insurgent. Ils ont raison. The Thing est un produit de son époque, de la vision unique de Carpenter, du génie pratique de Bottin. Un remake moderne serait forcément bourré de CGI, on perdrait cette physicalité, cette présence des effets pratiques, et puis le film original n'a pas vieilli. Les effets tiennent encore la route, l'histoire est intemporelle, la mise en scène reste moderne. Pourquoi refaire ce qui est déjà parfait? Le seul projet intéressant, ce serait peut-être une adaptation plus fidèle de la nouvelle de Campbell, que ce qui se passe avec plus de personnages et explore d'autres aspects. Mais même là, on marcherait dans l'ombre de Carpenter. Autant laisser le chef-d'œuvre tranquille. Voilà, on arrive au bout de ce voyage dans les entrailles glacées et sanguinolentes de The Thing. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, qu'un échec commercial peut devenir un triomphe artistique, que la vision d'un réalisateur, même incomprise sur le moment, finit par trouver son public. The Thing reste 40 ans après une leçon de cinéma, comment créer la tension, comment utiliser les effets spéciaux au service de l'histoire, comment respecter l'intelligence du spectateur. C'est un film qui refuse de te tenir la main, qui te force à réfléchir, à douter, à avoir peur. Au final, The Thing nous parle de ce qui nous rend humains. Ce n'est pas nos corps qui ne peuvent pas être copiés, ce n'est pas nos souvenirs qui peuvent être imités, c'est peut-être cette capacité à faire confiance malgré le doute, à se battre même quand c'est foutu, à partager une dernière bouteille dans la neige en attendant la fin.
Macready et Childs, assis dans la ruine fumante de leur monde, et comme nous face à l'inconnu, face à nos peurs, et le fait qu'on ne sache pas qui est quoi, c'est la vraie force du film. Dans la vraie vie aussi, on ne sait jamais vraiment qui sont les gens et ce qui se cache derrière leurs apparences. Alors la prochaine fois que vous croiserez dans la rue quelqu'un, regardez-le bien. Est-ce vraiment un humain ou est-ce quelque chose d'autre qui vous observe derrière ses yeux familiers? Carpenter nous a appris la paranoïa, et putain, c'est un cadeau empoisonné qu'on chérit. The Thing n'est pas juste un film d'horreur, c'est une expérience existentielle déguisée en film de monstre. C'est la preuve que le cinéma de genre peut être de l'art avec un grand A. C'est un doigt d'honneur magistral au studio qui voulait faire un E.T. bis. Voilà ce que c'était The Thing. Le film qui prouve qu'avec de la pâte à modeler, du sirop de maïs et une vision de génie, on peut créer un cauchemar immortel. Un film qui continue de contaminer les esprits, génération après génération, comme son alien polymorphe. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai envie de me servir un whisky. Je rigole, je bois pas. Et de regarder par la fenêtre en me demandant si mon voisin est vraiment mon voisin. Merci Carpenter. Merci pour la paranoïa éternelle. Et souvenez-vous la prochaine fois que votre chien vous regarde bizarrement, méfiez-vous. Merci les amis de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Les mettre 5 étoiles, ça aide beaucoup de podcasts à se faire localiser et ça le fait remonter beaucoup dans les classements. Merci d'avance, je vous dis à bientôt et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Crois-moi, mais 3 mois avec combien de temps de retard? Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Un son! Silence, Mao, je parlemente. Ce qu'il appelle les bouleros, c'est du dragonal.